Bonsoir, merci d'être venu. On va parler pendant une demi-heure, 45 minutes de gastronomie à l'échelle mondiale. Nous représentons ce soir La Liste. Moi, je suis directrice générale de La Liste. Et Jörg Ziprik, à côté de moi, est cofondateur de La Liste et rédacteur en chef. Je suis française, il est allemand. Allemand installé à Vienne, en Autriche. Voilà, mais il parle parfaitement français. Enfin, parfaitement, on verra, mais bon. Oui, c'est vrai. Donc, Théophile, si vous pouvez juste passer le slide d'après. On va parler tendance, mais juste auparavant, sans savoir si vous connaissez ce qu'est La Liste. La Liste est avant tout une base de données. Une base de données de près de 30 000 restaurants répartis partout dans le monde, dans 200 pays. Donc c'est un travail de scouting, de référence. De cueilleurs, de collectionneurs. Voilà. Grosso modo, on peut dire que chaque fois qu'il y a une personne qu'on a identifiée comme compétent, écrit une chronique gastronomique, donne un jugement sur un restaurant, on met un petit drapeau sur une carte virtuelle et à la fin, ça donne la liste. Voilà. Cette base de données, en fait, existe sous forme d'une application que vous pouvez télécharger si vous ne l'avez pas. Elle est gratuite, disponible en 7 langues. 9 langues. 9 langues. Hein. 9 langues, ouais. Inclus le coréen. Ouais. Sur iPhone, Android. Et en fait, c'est un restaurant finder. Donc, si vous l'utilisez, vous pouvez aller partout, n'importe quelle ville, n'importe quel pays, et vous trouvez les 30 000 restaurants qui sont référencés. Ces 30 000 restaurants, en fait, vous aurez toutes les informations pratiques et les photos, mais vous aurez aussi toutes les sources qui parlent, qui évaluent, critiquent et classent ou notent les restaurants. En fait, c'est pour ça qu'on est le plus connu, puisque La Liste est le classement des classements. On agrège toutes ces sources, c'est-à-dire tous les guides existants dans le monde, les classements, les articles de presse et critiques qui évaluent l'expérience culinaire du restaurant, et même les avis consommateurs. Les avis consommateurs et les blogs. Et les blogs. Certains blogs, pas tous. Voilà. Et au total, ça fait presque 1000 sources différentes dans le monde. Donc, pas que françaises ou anglaises, on a des sources chinoises partout, dans toutes les langues. Oui, on est là où les autres ne sont pas. Si demain vous êtes à Minsk ou à Novosibirsk ou à Kuala Lumpur, vous sortez votre application La Liste et vous trouvez où vous resterez. Voilà. Donc, en France, on a presque 5000 restaurants. C'est un des pays où on en a le plus. Mais par exemple, sur tout le continent africain, on a 1500 restaurants. On a des restaurants partout dans les 50 et quelques pays africains. Donc, normalement, où que vous soyez, il y a des restaurants qui sont référencés, géolocalisés et sourcés par La Liste. Alors, il y a un pays qui nous manque, c'est la Corée du Nord. Ouais. Je crois qu'en Corée du Nord, nous avons un seul restaurant, mais même en Iran, on en a quelques-uns. Voilà. Et donc La Liste, chaque année, révèle le classement des 1000 restaurants les meilleurs du monde en utilisant un algorithme qui va... Alors, ça, voilà, le spécialiste de l'algorithme, c'est Jörg, c'est lui qui a de cette base de données appliqué cet algorithme pour classer ces 1000 restaurants. Alors, l'algorithme est comparable à une moyenne, comme vous l'avez reçu à l'école. Si vous êtes bonne dans toutes les disciplines, vous avez une bonne moyenne. Si vous êtes, je ne sais pas, très bon en français, mauvais en sport, votre moyenne baisse. Voilà. Donc ce classement des 1000, qu'on appelle le top 1000, est révélé lors d'une soirée en fin d'année au Quai d'Orsay, où on invite les meilleurs chefs du monde pour représenter leur restaurant. On leur offre le trophée, on révèle le meilleur restaurant, qui est cette année Guy Savoy. Donc un restaurant français. Et on souligne, comme à chaque fois, que le Quai d'Orsay ne nous paye pas parce que nous sommes dans nos murs. Mais on a du mal à passer avec ce message. Oui, donc la liste quand même, a précisé, c'est une entité, une société privée, dont les actionnaires sont, comme Jörg et moi, ceux qui travaillent ou ont travaillé au sein de cette entreprise.
Et le business model derrière Lalice est un business model fait de partenariats, donc avec des marques qui souhaitent être présentes et parler aux chefs. De toute façon, comme étranger, je ne peux pas être pris pour défendre la patrie, même si c'est de façon culinaire. Voilà. Donc, on a tout ce travail de base de données, de référence, de sourcing de ces restaurants. Mais ce dont on va vous parler aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on fait de façon plus qualitative. Et c'est nouveau. C'est l'Observatoire de la gastronomie. Puisque Jörg et son équipe voient passer tous les guides, toutes les nouvelles éditions de guides, tous les articles critiques gastronomiques. Donc, en fait, il a une vision globale des tendances, des ouvertures, des évolutions des prix des menus, des nouveaux chefs. Il lit en permanence tout ce qui se passe dans le monde sur le sujet. Et il y a un an, en fait, à époque Covid, événement annulé, vous avez passé énormément de temps, en fait, pour, au lieu de publier un classement des 1000 meilleurs restaurants du monde, écrire l'Observatoire de la gastronomie édition numéro 1, qui est un ouvrage donc, en style magazine, que vous pouvez télécharger sur le site La Liste, donc, qui est gratuit, en français ou en anglais, et qui est je vais synthétiser et après vous allez nous en parler. Oui, allez-y. Un rapport magazine qui vous donne toutes les tendances mondiales de la gastronomie. Donc la première étant post-Covid. Mais on ne parle pas que du Covid, on parle de plein de choses, de la culture en cuisine, des enjeux, des valeurs porteuses des restaurants de demain. Alors la première édition était en quelque sorte une évidence. La première question, c'est évidemment qu'est-ce que ça change le Covid, qu'est-ce qu'on fait en tant que professionnel là-dedans, quelles sont les solutions des professionnels des différents pays. Mais après, il y a toute une partie, car dans la première année de Covid, dans la restauration, il y avait une grande remise en question de la restauration. Un peu du genre, on a peut-être exagéré sur certains aspects. On a maltraité nos apprentis, on a maltraité dans certains restaurants les femmes, etc. Et tout ça se retrouve dans ce numéro qui, je le dis encore une fois, est gratuit. Voilà, donc il est sorti en janvier dernier. Là, on est en train de travailler sur l'édition 2022, donc la deuxième édition. Entre-temps, quand même, si le sujet vous intéresse, on a sorti un observatoire de la gastronomie spéciale Afrique. L'Afrique étant pour nous une destination gastronomique où il se passe énormément de choses, dont on parle de plus en plus et qui a besoin aussi et qu'on s'y intéresse, puisqu'il y a quand même une concentration de restaurants très intéressants, des chefs ambassadeurs hyper engagés pour remettre au goût du jour tout l'héritage culinaire des pays, des régions d'Afrique. Et l'Afrique, c'est pas que l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Tout ce qui est Afrique centrale, Afrique de l'Est est en train d'émerger. Et même dans d'autres pays, des chefs d'origine africaine ouvrent des restaurants très influencés par tout ce qui est ingrédients, héritage, tradition, épices d'origine africaine. Tout à fait. Alors avant qu'on commence ce travail, on avait constaté que quand on demande un expert, il y a un peu un consensus. Oui, l'Afrique, c'est important et c'est l'avenir. Et ce sera toujours l'avenir et au revoir. Alors, on s'est penché un peu sur les différentes régions, sur les restaurants, sur le personnage derrière. Il y a 50 interviews dans ce numéro des différents restaurateurs qui, pour une partie, pas tous, mais ont eu des histoires parfois difficiles, pour percer. Vraiment, c'est une vie des chefs qui ne se compare pas avec la vie des chefs en Europe. Et même les meilleurs des meilleurs nous disent on a beaucoup de mal. Dans notre région, il y a des coupures d'électricité. Même pendant notre service, il n'y a pas un moment où il ne faut pas éventuellement mettre en route des générateurs. Alors, ce n'est pas du tout le même travail qu'ici. Mais on a des restaurants qui sophistiquent leur cuisine, des chefs qui se replongent dans les traditions culinaires de leur pays, qui retravaillent avec des petits fournisseurs, agriculteurs. Voilà, et l'Afrique, ils ne veulent plus que voir leur continent un peu comme la poubelle du monde qui exporte et réimporte tout ce qui n'a pas été vendu ou mangé. Voilà, il y a un travail au niveau local qui se fait qui est extrêmement intéressant et en tout cas, ces chefs
militent, s'engagent et communiquent beaucoup. Ils ont besoin énormément de soutien de l'extérieur. Donc si ça vous intéresse, l'Observatoire spécial Afrique va être aussi disponible dans les prochaines semaines. Alors maintenant, on est là pour parler en fait de Covid année 2 et qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière comme tendance, comment évoluent les restaurants finalement. Alors je vais prendre le rôle de la modératrice et de l'intervieweuse et je vais harceler Jörg de questions. Allez-y, harcelez-moi. Et bien, je vais en prenant l'apéro. Okay. Bon, donc la 2021, c'est Covid année 2. On avait parlé en année 1 de toute comment le secteur s'était complètement arrêté. Là, en année 2, il y a eu ouverture, fermeture, restriction, fermeture. Ouverture, ça a été un petit peu en yo-yo dans énormément de pays. Jamais un pays n'a été traité comme le voisin. Les aides ont été très différentes. En fait, c'est difficile de faire une synthèse en année 2, non ? Alors, c'est très difficile car, effectivement, tout ce que vous dites est vrai. C'est un effet yo-yo. Mais on a un peu le sentiment que toute la bonne énergie qui était dans la gastronomie la première année, oui, on va réinventer notre métier, on va trouver d'autres méthodes de distribution. On va aller chez les gens, on va leur envoyer des plats, on va faire des kits repas. Tout ça, c'est estampé. Certains le perpétuent, mais c'est plutôt maintenant des initiatives individuelles. Or, l'année dernière, c'était beaucoup généralisé. Et toute la remise en question qui avait commencé la première année du Covid n'a pas forcément été... Personne ne continue. On est plutôt dans la situation, le Covid, on en a marre, vivement que ça continue comme avant. Ouais, et au niveau des fermetures, vous avez constaté quoi au final, finalement ? Alors, les fermetures, j'ai presque envie de dire, les fermetures, c'est pour maintenant ou c'est pour bientôt. Effectivement, il y avait des aides d'État qui étaient différentes selon les pays. En France, les aides étaient, en comparaison internationale, plutôt généreuses, mais c'était pas... La France n'est pas le seul pays avec des aides généreuses. C'est le cas aussi de petits pays comme Malte ou même le Mali, où il y avait des programmes pour sauver les restaurants. Mais si je compare avec l'Italie, où des gens qui faisaient 1 ou 2 millions de CA peuvent à la fin recevoir 4 000 ou 5 000 euros, en France, on a été plutôt bien lotis. C'est... voilà. Et quand les restaurants ont réouvert, vous avez aussi beaucoup constaté de changements de concept ? Oui. Alors, il faut dire, et ça répond aussi à la question d'avant, les premières fermetures étaient des établissements qui étaient déjà fragilisés au départ, qui n'avaient peut-être pas tout à fait leur clientèle, qui avaient dans certains cas des prix trop élevés, une prestation cuisine pas tout à fait adaptée à leur clientèle. Et ça, c'est évidemment ceux qui étaient réactifs ont pu se sortir vers le haut. On peut donner un exemple français, Sakana en Fleurs, qui était un restaurant étoilé et qui maintenant fait boulangerie, salon de thé, qui fait de temps en temps un plat d'avant, mais qui fait aussi du sushi, et le tout pour un ticket moyen de 20-25 euros, grosso modo. Donc les chefs se sont retrouvés, surtout pour les restaurants indépendants, dans des positions plus de manager, chef d'entreprise que de cuisinier, restaurateur. Les deux sont importants, mais il y avait des décisions au niveau entreprise qui étaient à faire, notamment qu'est-ce que je fais pendant le Covid, car beaucoup de chefs ont anticipé la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Labor shortage, il n'y a pas assez de gens qui veulent travailler au restaurant. Il y a en moyenne par pays européen 100 000 personnes qui ont quitté le métier et qui ne reviendront pas. Et ça, il y a des restaurateurs, inclus des restaurateurs que nous on connaît, qui ont maintenu une activité juste pour pouvoir garder et payer leur équipe en place.
Mais de toute façon, en ce moment, on n'arrête pas de voir des annonces recherche, chef de partie, second, chef pâtissier, serveur. À tous les niveaux, finalement, ils sont tous en train de chercher du personnel, alors qu'ils avaient essayé de le garder un maximum. Mais finalement, l'enjeu humain, ça reste en année 2. Finalement, on devrait titrer l'observatoire cette année. C'est ce qu'on mettrait en énorme, l'enjeu de l'humain. L'effet d'une certaine frustration de métier, c'est quand même, quand on soit serveur ou cuisinier, c'est quand même des métiers où on travaille quand les autres font la fête, on travaille le samedi soir, on travaille parfois le dimanche. C'est dur, parfois physiquement dur. C'est certainement pas pour tout le monde. Mais pendant la situation Covid et surtout les confinements, c'était pour beaucoup de gens, et j'en ai parlé avec un certain nombre, couplé avec une introspection, avec des gens qui se demandaient pour la première fois, parfois en 15-20 ans, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ma vie? Et là, malheureusement, le bilan était pour beaucoup, je ne reste pas dans la restauration. Au revoir. Mais on se rend compte que les chefs ou les directeurs de restaurants sont obligés de se pencher sur les politiques de ressources humaines pour offrir un cadre de travail adapté à finalement des gens qui se trouvent en position de force pour choisir et pour exiger des conditions de travail qui méritaient quand même d'être un peu améliorées, non? Oui. Les conditions de travail dans les restaurants doivent être améliorées et on est parfois étonné avec quelle vitesse ça peut s'améliorer quand tout le monde, et surtout le chef ou le restaurateur, le veut. Il y a l'exemple norvégien du grand restaurant Maemo, où maintenant les gens travaillent 3, parfois 4 jours par semaine, mais en règle générale 3. Et ça se limite à ça. C'est les clients qui payent, mais 3 jours de travail par semaine, c'est ça. Il y a aussi des exemples français. Il y a les grands buffets à Narbonne qui ont annoncé qu'ils vont payer 30% de plus à leurs collaborateurs, mais 30% sous forme de prime. Alors ça ne comptera pas pour les retraites des employés. Et même avec des offres d'emploi plus alléchantes, on a quand même des restaurants qui ferment. Là, on lisait encore tout à l'heure qu'il y avait Ona, le restaurant étoilé végétarien, en province, qui allait définitivement fermer parce qu'ils n'ont pas assez de personnel. C'est quand même dommage. Alors, officiellement, la fermeture de Ona, c'est pour les prochains mois et après on verra, mais on ne peut pas ouvrir un restaurant comme on ouvre une porte d'un autobus. Il faut un peu d'achat, il faut de la main-d'œuvre, il faut une équipe qui a, si possible, l'habitude de travailler ensemble. C'est difficile. Oui, c'est très dommage. Et les régions rurales, pour l'instant, sont plus frappées que les grandes métropoles. Mais c'est un problème qui est difficile à résoudre, au moins en France, au moins en Europe. Parfois, je me dis que peut-être que c'est les Japonais qui ont la bonne méthode, où il y a un chef ou un chef avec un membre de famille et ils servent devant un comptoir 7, 8, maximum 12 personnes avec des repas de très bonne qualité. Voilà. Et des restaurants qui ont pris le parti pris de rouvrir avec un personnel quand même moindre, on voit qui sont obligés de changer des choses. On a des heures d'ouverture qui sont adaptées, ils sont obligés de fermer, le lundi fermé, mardi midi fermé, dimanche fermé, donc ils réduisent le nombre de services parce qu'ils n'ont pas assez de gens dans leurs équipes. Alors, il y a de cette situation, il y a des influences immédiates sur la clientèle. En 1, on réduit les jours d'ouverture. En 2, on réduit le programme, c'est-à-dire la carte. Avant, on avait parfois des grandes cartes. Maintenant, on a un menu unique, souvent imposé à l'ensemble des convives, souvent avec des miniatures dans les grands restaurants. Voilà. Et en 3, hausse des prix. Alors la hausse des prix, c'est une partie, c'est hausse des matières premières, mais une autre partie, c'est A, récompenser le personnel, et B, essayer d'éponger un peu les dettes Covid. Ah oui. Et ça, vous le voyez parce qu'en mettant à jour les offres des restaurants, les articles sur les restaurants, on est obligé de changer de la catégorie de prix.
Donc York voit tous les jours tel restaurant finalement passe d'une catégorie de prix à une catégorie de prix supérieure. Donc ça, Oui. c'est un 80%. Oui, oui, oui. Donc là, en année 1, on avait vu les chefs du monde entier, français et hors France, démultiplier toutes les initiatives pour essayer de compenser le fait que leur restaurant était obligé d'être fermé. Alors, on a eu mais une liste d'initiatives incroyable. Finalement, en année 2, qu'est-ce qui en reste? Très peu de choses. Très peu de choses. Jörg est toujours positif. Non, mais c'est vrai. C'est la réalité des choses que je ne sais pas enjoliver, malheureusement. C'est que ce qui me peine un peu, c'est qu'il y a des initiatives prometteuses qui ont été avortées. Par exemple, on est convaincu que la livraison intelligemment conçue peut marcher. Il y a des exemples à l'international et au niveau national qui les démontrent. Je vais en citer une à l'international. À Chicago, il y a un restaurant qui s'appelle Alinea. C'est un grand restaurant. Normalement, vous payez 300-400$ à vous tout seul. Et ils font une offre à emporter. Ils continuent l'offre à emporter pour 50-55$. Et les gens mangent de l'Alinea dans la rue. Et pour la première fois, ils peuvent s'offrir ce restaurant. C'est A, une bonne pub, et B, comme le gestionnaire n'est pas le chef, le gestionnaire est un ancien manager de musique qui s'y connaît en chiffres, il gagne de l'argent avec ça. Et pour qu'il continue avec ce gestionnaire, c'est clair que c'est très rentable. On a aussi l'exemple à Madrid du chef David Munoz, qui est un chef 3 étoiles avec son restaurant Diverxo, qui s'était déjà diversifié dans le restaurant de bistrot, à la fois à Madrid et en dehors d'Espagne, et qui, pendant le confinement, en plus de faire des recettes devant ses followers, avait lancé son service de livraison Goxo. Donc des recettes à lui, faciles à faire, à déguster à la maison, avec un petit twist qui était lié à la personnalité du chef. Et il nous a expliqué l'année dernière qu'il avait développé ce business avec Glovo, donc un des acteurs de la livraison. Espagnol. Exactement. Et qu'il avait réussi avec une offre adaptée, un packaging adapté, une vente et un service après-vente adapté, de développer un business qui lui avait permis de compenser totalement, finalement, le résultat de son entreprise. Parce qu'autant un restaurant triple étoilé réalise un chiffre d'affaires élevé, mais un profit beaucoup plus réduit, un service de livraison bien pensé, bien marketé, et un service après-vente qui va avec, finalement, permet de réaliser un chiffre d'affaires moindre, mais extrêmement rentable. Donc l'un avec l'autre, finalement, il a extrêmement bien géré sa marque. Maintenant, ça s'appelle Univerxo, avec Diverxo, le triple étoilé. Et il nous explique qu'en plus, que tout le travail qu'il a fait en restauration de livraison, restauration beaucoup plus réchauffable à la maison, ça lui a stimulé son cerveau. Ça lui a redonné un petit peu d'imagination dans ce qu'il fait dans son restaurant triple étoilé. Donc en fait, il en parle quand même avec des enseignements plutôt positifs. Donc c'est Diverxo triple étoile, Streetexo le bistrot et Goxo le service de livraison, qui fait maintenant Ghost Kitchen à la fois à Madrid et Barcelone. Et vous oubliez son food truck garé devant le Corte Inglés à Madrid, où il sert des hot dogs fusion. Et les gens sont heureux comme tout. C'est oui, pour la première fois, je peux m'offrir du Munoz. Il paie environ 18 à 24 € pour un dog, mais ils le font avec la joie. Ils ont le sentiment d'avoir un hot dog fusion un peu supérieur, voire beaucoup supérieur, si vous regardez YouTube et plein de tests de hot dog de David Munoz, par exemple. Ouais. Donc on avait vu quand même que la diversification de ces activités, histoire de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, était un des piliers du business de restaurateur, surtout quand on est indépendant. Ça permet de pouvoir balancer, contrebalancer, prendre des pandémies dans la tête ou des décisions gouvernementales abruptes pour pouvoir maintenir un business, voire développer des compétences, embaucher de nouvelles compétences et de revoir un petit peu le métier du chef.
voire même de grandir au niveau business. Oui, oui, oui. Mais beaucoup ont abandonné des initiatives. Ça, c'est votre regret. Comme si c'était un petit peu back to normal. Non, pas back to normal, car tout le monde est angoissé. Qu'est-ce que le Covid nous réserve encore? Mais j'ai un peu le sentiment, c'est juste mon sentiment, ce n'est pas les chiffres de la liste, qu'il y a un grand ras-le-bol, une grande envie de retourner au normal. Et pour les autres initiatives, pour ceux qui ont moins de succès que Munoz, c'est souvent bon, on a essayé, ça, on ne regrette pas, mais ça n'a pas marché comme on a voulu. Alors on ne va pas perdre du temps là-dedans. Au revoir. On prend nos aides et on va rouvrir quand c'est possible. Voilà. Ouais. Alors avec la liste, on voit aussi où sont les nouvelles ouvertures, quelles zones gastronomiques, touristiques émergent. C'est vrai maintenant on fait peut-être plus 3000 km pour aller dans un restaurant complètement dans le show, mais ça reste quand même un des critères quand on voyage, même pour un week-end à 300 km de chez soi. Donc on arrive à voir des zones gastronomiques qui émergent. On avait vu comme une ruralisation des restaurants quand les business centers ou les zones urbaines, il n'y avait plus de travailleurs et qu'on télétravaillait à la maison. Donc ça a eu quand même un énorme impact sur la géographie des restaurants. Mais on a quand même vu aussi certains pays émerger. Il y a toujours des pays qui émergent. Peut-être que c'est pas qu'il y a forcément plus des choses qui s'y passent qu'avant, mais on y prête au niveau international plus d'attention. On en avait déjà parlé brièvement, parlé de l'Afrique, mais cette année, on a regardé l'Europe de l'Est, où la restauration est très ancrée dans la tradition, et parfois des très bonnes traditions, où le prix des repas, si vous voulez faire un grand restaurant, c'est encore presque à toutes les bourses, si vous prenez un simple vol. Et il y a quand même des choses qui se passent. Il y a des nouveaux chefs, des jeunes chefs qui émergent, et des anciens chefs ou des formules de restauration traditionnelles qui deviennent de plus en plus connus et qui gagnent des clients étrangers. Je vais vous donner un exemple très, très concret qui est à Bratislava. Bratislava, c'est la capitale de la Slovaquie. À 20 km de Bratislava, il y a une vallée où on élève les canards et les oies. Et vous avez un tas de restaurants qui fait les canards et les oies, dont un qui se démarque, qui s'appelle Gourmanski Grob, ça veut dire le tombe de gourmand. Et bon, c'est canards, c'est oies à toutes les sauces. C'est plutôt traditionnel, mais qu'est-ce que c'est populaire? Et les gens reviennent. La carte est courte. C'est vraiment un endroit pour des gens de toutes les bourses. Et c'est une réussite. Alors, je sais que vous m'en parlez souvent, mais la tradition des cuisines bourgeoises, l'authenticité, le sourcing local de produits qu'on va spécialement sélectionner. Finalement, il y a un retour vers cette cuisine plaisir, pour vous qui est quand même confirmé et vraiment intensifié avec le Covid quand les gens retournent au restaurant. Alors, déjà, c'est un fait qu'en période de crise, les cuisines avant-gardistes ne sont pas fortes. En période de crise, les gens demandent une nourriture rassurante. On s'approche un peu de la cuisine des grands-mères. S'y ajoute que depuis, c'est pas nouveau, mais depuis plusieurs années, 5-6 ans, on a beaucoup plus de demandes de local, pas seulement de la clientèle, mais aussi des chefs qui se disent à juste titre, mais si ce n'est pas les produits que j'ai ici sur place qui font la différence, qu'est-ce qui va faire la différence pour que mon restaurant soit unique? Ça, c'est deux aspects. Après, valable surtout en grande restauration, grands étoilés, il y avait quand même des tendances de fond où les chefs voulaient être
extrêmement créatifs. On se demandait ce qu'ils vont nous faire encore. Après, les insectes, les additifs industriels, les arômes industriels, les verres et tout ce qu'on nous a mis à toutes les sauces, eh ben voilà, c'est le retour au local, c'est le retour à la tradition. On ne peut pas aller dans le plus farfelu ou dans le plus exotique. Qu'est-ce qu'il y avait tout sur les cartes? Des coups chaudes, des pommes pourries. Et finalement, on retourne d'abord plutôt dans le haut de gamme, mais pas dans le ultra haut de gamme, vers la tradition. On avait une petite tendance vers les tourtes, tout ce qu'il était en Les croûte, vols au vent. Les vols au vent, tout ça. Et là, il y a des précurseurs dans le ultra haut de gamme, très, très, très chers, avec une vraie cuisine de tradition, plaisir. Et je vous cite un exemple, une ouverture récente d'il y a 3 mois en Allemagne, à Munich, Tantris DNA. Une femme chef. Une femme chef française, Virginie Prota. Et Tantris, c'était le premier grand restaurant d'après-guerre de l'Allemagne. C'est 2 générations de gourmets allemands qui ont appris comment manger au Tantris. Et maintenant, c'est filet de sole au vin jaune, c'est riz de veau au foie gras et sauce à Jörg Gaffin. Oui, tout à fait. J'aimerais bien, mais j'ai calculé que si je prends les plats qui me plaisent au Tantris, j'en ai à moi tout seul, sans un seul verre de vin, j'aurai pour 500 €. Alors ça me freine un peu, je suis désolé. Et pourtant, le meilleur vol au vent en France, pour vous, c'est... Il n'y en a pas le meilleur. Non, d'accord, pas le meilleur, mais celui que vous préférez personnellement, celui de la ferme de la Ruchotte. Ah bah oui, la ferme de la Ruchotte, qui est une ferme. Voilà. À Bligny-sur-Ouche. Voilà. Et par contre, il sert le vol au vent qu'un certain jour. Oui, c'est 1 jour par mois pendant 10 mois. Pendant 10 mois. Oui. En été, il n'y a pas de vol au vent. Oui. Alors ça, c'est le retour à l'authenticité de la cuisine généreuse, la cuisine rassurante, plaisir. Après, on a quand même d'autres tendances qu'on voit émerger sur les menus. Cette année, on a beaucoup parlé du plant-based, comme on dit en anglais. On le traduirait en français comment? Vous qui n'êtes pas français. À base de plantes. Oui, alors donc pas de viande. Bah, c'est végétarien? Oui, non, c'est végétarien et pas végétarien. En fait, il y a 2 écoles qui s'affrontent. En un, on va faire des plats de légumes à base de légumes qui ont le goût des légumes. C'est très bien. Après, il y a une deuxième école qui dit on va faire comme Beyond Meat et d'autres sociétés cotées en bourse. On va mettre des légumes et on va essayer de leur inculquer le goût de viande ou d'en faire autre chose qu'ils ne le sont pas. Et l'exemple le plus flagrant, c'est 11 Madison Park, un grand restaurant new-yorkais qui commence à s'engager là-dedans et qui se prend la claque de sa vie. Au début, ça allait. Il y avait un journaliste suisse qui a trouvé ça très bon. Il y avait une Britannique qui a trouvé ça très bon. Mais après, les coups pleuvent. Le New York Times appelle 11 Madison Park The Uncanny Valley of Vegetables. Uncanny Valley, c'est l'effet que vous avez dans les jeux 3D quand les personnages sont un peu trop humains. On a trouvé que ça irrite plus les gens que ça leur fait plaisir. Et bref, ils veulent que les légumes ressemblent à quelque chose qu'ils ne le sont pas. Et ça fait, entre autres, qu'ils perdent un très, très gros contrat au Royaume-Uni avec le Claridge, je crois que c'était. Mais on en a parlé beaucoup de cette affaire-là sur le plant-based, mais c'est une offre qu'on retrouve quand même dans pas mal de restaurants dans les pays nordiques, avec un restaurant qui s'appelle The Ark. Oui. Et qui gère ce concept de façon totalement décomplexée, sur toute leur offre. C'est l'esprit de la maison quand même. Oui, mais The Ark est une histoire tout à fait différente que 11 Madison Park. The Ark est d'abord un concept sur le développement durable qui se décline jusqu'à la vaisselle, jusqu'aux tables, jusqu'à la décoration. Après, le chef est
Et l'équipe de The Ark, ce n'est pas des gens qui disent il me faut 3 étoiles, il me faut les louanges de la presse. C'est plutôt des gens qui disent chez moi, vous savez ce que vous allez trouver. Soit vous venez chez moi et vous faites avec, soit vous ne venez pas chez moi. Voilà. C'est comme vous dites, c'est une offre, c'est décomplexé, c'est ce que c'est. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, mais ils n'essayeront pas de convaincre ceux qui n'aiment pas. D'accord, donc c'est des partis pris dès le départ. C'est pas un changement à 360 degrés, marketé. Et surtout, ils ne prétendent pas, nous, à The Ark, on va changer le monde. Oui, ça c'est vrai que c'était une bonne opération. Mais alors, ça c'est la tendance plant-based. On avait tout ce qui était foraging avec la cueillette, tout ce qui est fermentation, tout ce qui est des pays nordiques. Il y a des choses aussi dont on parle un petit peu plus autour de nous, qu'on peut mentionner, qui sont plus à la mode. Oui, si vous parlez de ce qu'il y a autour de nous, il y a l'ouverture actuelle du Plaza avec la grande cuisine bourgeoise qui est plutôt inspirée du 19e siècle, qui est adorée en ce moment par la presse parisienne, dans la vaste majorité, car effectivement, c'est quelque chose qu'on ne sert plus au restaurant. Je ne connais pas d'autres endroits où on en sert vraiment cette cuisine en France. C'est quand même une partie de votre patrimoine qui est un peu injustement oublié, car c'est la base de tout. On a quand même, et moi en tant qu'étranger, je les remarque beaucoup plus. On m'a beaucoup parlé de cuisine française quand j'étais petit, mais à l'heure actuelle, et depuis 10-15 ans, c'est un peu plus difficile de trouver des plats français identifiables qu'avant. Alors c'est un peu un retour aux sources. Mais je pense que derrière ce retour aux sources se cache aussi autre chose. Je ne peux pas argumenter avec les chiffres de la liste, mais je peux argumenter avec l'entourage de la liste, car moi personnellement, j'ai beaucoup de demandes des clients. Tiens, j'ai mangé tel et tel plat chez Chapelle dans le temps. J'ai mangé ceci et cela chez Maximin. J'ai mangé ceci chez Girardet en Suisse. Est-ce que tu ne sais pas où je retrouve ces plats? Et la seule chose que je peux dire, mon vieux, tu ne retrouveras pas ces plats, malheureusement. Il y a des grands plats de l'histoire des restaurants de France et de l'histoire de France qui, pour l'instant, ont disparu. Mais ces plats, ils ont leur clientèle. Alors, en quelque sorte, le voyage dans le temps culinaire peut être porteur, car il y a une clientèle, et une clientèle étrangère. Ça fait partie de tout le charme de Paris, de l'art de vivre à la française. Pour que le charme opère, il faut que l'art de vivre à la française soit intact. Il faut qu'il y ait des gens qui prennent le choix conscient. Moi, je ne vais peut-être pas réaliser mes dernières créations, mais je vais essayer de faire au mieux pour réaliser les créations des chefs qui étaient là avant moi. Et quand on parlait post-Covid du chef engagé qui devait repenser la culture en cuisine, créer un environnement de travail bienveillant, veiller à plus de diversité, plus d'égalité, est-ce que vous trouvez qu'on a ce changement qui est en train de s'opérer ou c'est un petit peu mou ? Alors, l'énergie de changement était très forte la première année de Covid. Là, en ce moment, je suis de l'avis que c'est plutôt un peu mou et il y a des sujets qui risquent de passer un peu à la trappe, notamment la maltraitance du personnel ou la maltraitance des femmes parmi le personnel très couvert par la presse il y a plus qu'un an. Mais maintenant, c'est plutôt... n'en parlons plus. Et je parlais récemment au mois de novembre avec un professionnel qui conseille des écoles de cuisine, qui connaît beaucoup de gens dans le milieu, et il a tout de suite mis les verrous. Il a dit, de toute façon, ça existe dans tous les corps de métier, alors n'en parlons plus. Voilà. Super, ça donne de l'espoir. Oui, c'est un peu un argument du genre, c'est la tradition, et qui suis-je pour m'ériger contre la tradition ?
Bon, alors ça, alors là, je vais me permettre de dire que c'est très français quand même. Pour ça, c'est sûr qu'il faudrait que les médias gardent la pression sur le sujet. Oui. Il faudrait aussi que dans les écoles, on encourage les jeunes à croire dans ces filières de formation, à les former dès le départ et les sensibiliser à tous ces sujets, à avoir des endroits, des personnes à qui s'adresser quand il y a un problème, à sensibiliser les chefs d'entreprise comme les jeunes. Mais finalement, si la société ne change pas, ça ne va pas changer dans les restaurants non plus. Hein. C'est dans l'entrée du restaurant de changer. Et la difficulté de recruter de main-d'œuvre le prouve. Et la personne avec qui j'ai parlé en novembre me disait « Ah bah, j'ai des gros problèmes en ce moment car les inscriptions en école de cuisine sont à la baisse, parfois de 30-40%. Les gens ne veulent plus envoyer leurs enfants en cuisine car on parle toujours de maltraitance. Et avec le Covid, on a le sentiment que c'est plus aussi sûr que comme métier. Avant, on disait on mange toujours, tous les gens doivent manger 3 fois par jour. Maintenant, c'est pas aussi sûr que ça. Donc il y a quand même des efforts qui doivent être maintenus pour qu'il y ait vraiment ce changement qui s'opère. Ah bah, le naturel revient toujours au galop, vous le savez. Oui, j'espère, j'ose espérer que ça aura un petit peu de bon, que dans les crises, il y a des choses qui changent quand même pour le meilleur. On se le dit pour mieux survivre les crises, mais si vous pensez un peu aux crises précédentes, par exemple à la crise financière de 2008, qu'est-ce qu'elle a changé en bon ? Je n'ai pas d'exemple, ni en restauration, ni ailleurs. Bon, je ne sais pas si vous avez des questions, parce que j'aurais bien aimé que vous interagissiez avec ce qu'on dit. Alors j'ai 2 questions. La première, c'est que vous avez parlé beaucoup de nourriture par rapport à la gastronomie, etc. Et en fait, dans ce que j'avais lu et compris de la gastronomie, c'est que ça ne se bornait pas juste à la qualité des ingrédients et à la façon de le préparer, mais à tout un cadre autour, donc la façon d'être servi, le cadre du restaurant, etc. Et pourtant, vous avez évoqué à plusieurs reprises des nouvelles façons de consommer beaucoup plus plaisir dans des cadres qui sont plus forcément dans les standards de ce qu'on entend de la gastronomie de manière générale. Donc est-ce que ça s'est pris en compte ? Est-ce qu'il y a cette définition-là qui est prise dans la liste ? Et l'autre question que j'ai, c'est que vous avez évoqué à plusieurs reprises aussi les femmes et l'importance de la diversité, et je trouve ça vraiment très important. Et ça aussi, c'est une question que j'avais sur le fonctionnement de la liste. Est-ce que dans les éléments que vous prenez en compte, en plus du goût et de la saveur, est-ce qu'il y a cette volonté-là d'inclure les femmes chefs ou de respecter le droit du travail, ce genre de choses ? Voilà, merci. Je me garde la deuxième question. Ok, alors, j'ai envie de donner une réponse mitigée. En fait, on a envie d'agir pour ces sujets à la liste. Pour l'instant, on s'est limité à appliquer des bonus qui restent petits, mais qui changent quand même la position du restaurant dans le classement. On donne des bonus pour... Le pluriel de bonus en français, c'est boni ou c'est bonus ? Un bonus, des bonus. Alors, on donne des bonus pour le local, on donne des bonus pour l'authenticité, le bio, mais aussi pour, on va pas dire la légalité, mais pour un comportement social. Ça, c'est les bonus les plus difficiles à appliquer, car nous ne sommes pas dans les brigades. Il y a d'autres gens qui donnent d'autres prix, et on a appris que parfois, ils téléphonent juste le restaurateur. Bonjour, est-ce que vous agissez pour l'égalité ? Ah bon, oui, ok, au revoir, merci. Et c'est pris en compte. En fait, on demande un peu plus d'engagement de la part des restaurateurs comme ça, soit pour ses fonctions publiques, il a peut-être participé à un fundraising, ou il est membre d'une association, parce que, encore une fois, nous ne sommes pas dans les brigades. Après, vous pouvez me dire c'est pareil pour le local et tout le reste. Nous ne pouvons pas contrôler chaque facture d'un restaurant. En fait, on n'a contrôlé aucune. Par contre, on a regardé un peu, aussi avec notre expérience restaurant, beaucoup de restaurateurs qui disent je fais du local. Beaucoup disent mais on a une ferme, on se fournit de notre ferme. Et on a regardé pendant toute une année quelle ferme
à des tailles suffisamment grandes pour servir ce genre de couvert. Et si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas eu droit au bonus. Et ça se trouve dans les données publiques des registres de commerce. Et on l'a fait dans la plupart des pays importants. Voilà. L'envie est là, mais nous sommes très prudents comment et à qui appliquer nos bonus, car nous ne voulons pas donner des bonus dans une pochette surprise. Nous ne voulons pas une déception du public. Voilà. Donc on fait pas de discrimination positive quand la liste fait un classement. On donne des bonus qui ne s'appliquent pas forcément à un restaurant qui est tenu par une femme, mais plus à un restaurant qui s'engage concrètement sur des valeurs, dont la l'égalité et la diversité, quand il y a des preuves concrètes derrière. En revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on donne aussi des prix spéciaux tous les ans à une trentaine de lauréats. Là, pour le coup, c'est un choix éditorial entre moi et Jörg. Et là, on fait attention à mettre en avant autant de femmes que d'hommes. C'est vrai qu'on cherche des profils féminins à mettre en avant parce que les femmes ont besoin de plus de visibilité, voilà, pour inspirer d'autres femmes et pour que ce soit un secteur où les femmes ont envie de s'investir et où elles puissent aussi avoir envie de persévérer parce que souvent, elles abandonnent un petit peu trop vite. Disons que parfois, dans certains cas, la communication semble être, je vais être prudent, plus facile pour les hommes que pour les femmes. Quand vous voyez les nouveaux restaurants, vous avez parfois des gens que vous n'avez jamais vus, vous ne savez pas qui c'est. Le mec, il n'a pas de problème de se mettre devant et dire « Moi, je suis le plus grand ». Et je pense à une de nos gagnantes de prix spéciaux, je ne dirai pas qui c'est, mais j'ai vu hier une photo d'elle, elle a un superviseur, elle est une très bonne chef, mais elle a un superviseur, et sur la photo, il y a son superviseur, là, en numéro 1, et elle se cache presque derrière son épaule. Sinon, pour votre première question sur ça ne se résume pas à de la nourriture, une sélection d'ingrédients et à l'univers de la cuisine. On sait très bien qu'on parle d'expérience culinaire globale qui commence dès la réservation. On sait très bien que l'expérience en salle, le personnel en salle est extrêmement important dans la perception et la façon dont les clients vont vivre leur repas. Il n'y a pas de tendances récentes qui sont liées au Covid. Il y a une digitalisation. Maintenant, on vit tous avec des QR codes. Bon, ça change un petit peu le métier. Ça change un petit peu beaucoup d'interactions. C'est plus lié à la digitalisation et aux contraintes sanitaires intégrées par les équipes en salle. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Sinon, on est presque à l'heure. Ça va ? Merci de votre attention. Bon. Si vous voulez lire tranquillement des parties qui vous intéressent, allez sur le site, téléchargez en français la publication. Et voilà, vous pouvez feuilleter, lire. Tout ce qui est écrit est référencé avec des études et des articles. Donc si en plus vous voulez approfondir des sujets, vous cliquez sur les liens et vous allez lire encore plus de détails. C'est à la fois pour des passionnés, des professionnels, des chefs. C'est vraiment le but de cet observatoire de la gastronomie. Et sinon, n'oubliez pas de télécharger l'application. Essayez de voir les restaurants pour vous inspirer où que vous alliez dans le monde. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.